On connaît tous la Bourgogne, cette région française réputée pour ses vins et son patrimoine. Mais combien savent que son nom vient d'un peuple germanique qui a façonné l'histoire de l'Europe occidentale pendant plus d'un siècle? Les Burgondes, venus des brumes de la Baltique, ont tracé un chemin unique à travers l'Europe en pleine mutation. Leur histoire commence sur une île danoise et se termine dans les vallées françaises, laissant un héritage qui perdure encore aujourd'hui. Au 1er siècle de notre ère, Pline l'Ancien mentionne pour la première fois ce peuple qu'il appelle les Burgundiones. À cette époque, ils occupent les terres situées entre l'Oder et la Vistule, dans ce qui correspond aujourd'hui à la Pologne. Mais leurs origines remontent plus loin dans le temps, vers une petite île de la mer Baltique, Bornholm. Le nom même de cette île témoigne de leur passage, puisque Burgundarholm signifie littéralement « l'îlot des Burgondes » en vieux norrois. Ces guerriers germaniques partagent les caractéristiques des peuples du Nord. Cheveux longs, stature imposante, organisation tribale solide. Au IIe siècle, le géographe Ptolémée les situe toujours dans cette région entre l'Oder et la Vistule. Ils font partie de ce que les historiens appellent les Germains orientaux, aux côtés des Goths et des Vandales. Vers le milieu du IIIe siècle, les Burgondes commencent leur migration vers l'ouest. Les raisons de ce déplacement restent débattues. Certains historiens évoquent une défaite militaire contre les Gépides, leurs voisins de l'Est. D'autres suggèrent une pression démographique ou la recherche de terres plus fertiles. Quoi qu'il en soit, ils traversent l'Oder et s'installent temporairement près de l'Elbe. Cette période près de l'Elbe et du Main demeure mal connue. Les chroniqueurs romains de l'époque confondent souvent les Burgondes avec les Alamans, tant ces deux peuples semblent proches dans leurs mœurs et leur organisation. Pourtant, une pierre tombale découverte à Trèves porte l'inscription d'un certain Ariulf, présenté comme appartenant à la lignée royale des Burgondes. Cette découverte confirme leur présence dans la région et leur contact précoce avec le monde romain. En 369, l'empereur romain Valentinien conclut une alliance avec les Burgondes contre les Alamans, leurs ennemis séculaires. Cette alliance marque le début d'une relation particulière entre Rome et ce peuple germanique. Les Burgondes comprennent rapidement que leur survie dépend de leur capacité à s'intégrer dans le système impérial plutôt que de le combattre frontalement. L'année 406 bouleverse l'Europe occidentale. Le Rhin gèle pendant l'hiver, permettant à des hordes de Vandales, Alains et Suèves de franchir le fleuve et de pénétrer dans l'Empire romain. Les Burgondes saisissent cette opportunité. En 411, le roi Gondicher obtient des autorités romaines le statut de fédéré, avec le droit de s'établir sur la rive gauche du Rhin, probablement autour de Worms. Ce statut de fédéré représente un accord gagnant-gagnant pour l'époque. Rome obtient des guerriers pour défendre sa frontière rhénane contre d'autres envahisseurs, tandis que les Burgondes reçoivent des terres, des revenus et la reconnaissance officielle de leur installation. Ils conservent leurs coutumes, leurs lois et leur organisation interne. Le royaume de Worms se développe rapidement. Les Burgondes s'adaptent à leur nouveau territoire, tout en gardant leurs traditions germaniques. Ils se convertissent au christianisme, mais adoptent la doctrine arienne plutôt que le catholicisme nicéen dominant chez les Gallo-romains. Cette conversion leur permet de mieux s'intégrer dans le monde romain tardif, tout en maintenant une certaine distance religieuse avec la population locale. Gondicher règne avec sagesse pendant plus de 20 ans. Son royaume s'étend progressivement. En 435, ses troupes s'emparent de Spire et de Strasbourg. Cette expansion inquiète Aetius, le général romain qui contrôle alors l'Empire d'Occident. Aetius craint que les Burgondes ne deviennent trop puissants et ne menacent la Belgique, région stratégique pour Rome. En 436, Aetius décide de mettre fin à l'expansion burgonde. Il fait appel à ses alliés Hun, ces redoutables cavaliers des steppes qui inspirent la terreur dans toute l'Europe. L'affrontement se révèle catastrophique pour les Burgondes. Les sources parlent de 20 000 morts dans leur armée, un chiffre colossal pour l'époque. Le roi Gondicher périt dans la bataille avec la majeure partie de l'élite guerrière burgonde. Cette défaite laisse une trace indélébile dans la mémoire collective germanique. Des siècles plus tard, elle inspirera la légende des Nibelungen, immortalisée par le poème médiéval, et bien plus tard, par les opéras de Richard Wagner. Dans la légende, Gondicher devient Gunther, roi de Worms, beau-frère du héros Siegfried. Le massacre des Burgondes se transforme en épopée tragique
où se mêlent trahisons familiales, vengeances implacables et destructions apocalyptiques. Le royaume de Worms n'est plus. Les survivants burgondes, réduits à quelques dizaines de milliers de personnes, se retrouvent dispersés et vulnérables. Mais Aetius n'est pas un homme à exterminer un peuple entier. Il comprend la valeur militaire des Burgondes et leur loyauté potentielle envers Rome. En 443, il leur propose un nouveau départ. Aetius autorise les Burgondes survivants à s'établir en Sapodie, région correspondant à la Savoie actuelle, aux montagnes du Jura et aux rives du lac Léman. Le nom Sapodia vient probablement du celtique signifiant « pays des sapins », référence aux forêts denses couvrant ces territoires montagneux. Genève devient leur nouvelle capitale. Cette installation en Sapodie marque un tournant décisif dans l'histoire burgonde. Loin d'être un exil punitif, elle offre aux Burgondes un territoire stratégique au cœur des Alpes, à la croisée des routes commerciales reliant l'Italie à la Gaule. Les nouveaux venus s'établissent selon le système de l'hospitalité romaine. Ils reçoivent 2/3 des terres cultivables, 1/3 des esclaves et la moitié des maisons. Fermes, jardins, forêts et pâturages. Les Burgondes respectent scrupuleusement leurs obligations de fédérer. En 451, ils combattent aux côtés d'Aetius et de ses alliés lors de la bataille des champs cataloniques contre Attila. Cette bataille, l'une des plus importantes de l'Antiquité tardive, voit s'affronter les dernières forces de l'Empire romain d'Occident contre les hordes uniques. Les Burgondes y subissent de lourdes pertes, mais contribuent à la victoire qui stoppe l'avancée d'Attila en Gaule. En 456, un nouveau roi apparaît dans les sources, Gondioque. Son origine reste débattue. Certains historiens le considèrent comme un descendant direct de Gondicher. D'autres suggèrent qu'il appartiendrait à une lignée collatérale, peut-être liée aux Goths. Quoi qu'il en soit, Gondioque et son frère Chilpéric reçoivent le titre de maître des milices de Gaule, légitimant leur autorité militaire sur leur territoire. Ces deux frères se montrent des stratèges habiles. En 456, ils aident l'empereur Avitus dans sa lutte contre les Suèves en Espagne. L'année suivante, profitant du chaos qui suit la mort d'Aetius, ils s'étendent vers le sud-ouest, occupant progressivement la région entre la Saône et le Rhône. En 461, ils s'emparent de Lyon, cette ville prestigieuse qui avait été capitale des Gaules sous l'Empire romain. Lyon devient la nouvelle capitale burgonde, symbole de leur puissance croissante. Les Burgondes poursuivent leur expansion méthodique. En 478, ils concluent un accord avec les Wisigoths fixant leurs frontières communes sur la Durance. Au nord, Chilpéric repousse les Alamans de Langres et de Besançon. À sa mort en 480, le royaume burgonde a atteint son extension maximale temporaire, s'étendant du plateau de Langres à la Durance et du Massif central aux Alpes. Gondioque a eu 4 fils, Gondebaud, Godégisel, Chilpéric le Jeune et Godomar. À la mort de Chilpéric en 480, ses 4 frères se partagent le royaume. Cette pratique du partage, courante chez les peuples germaniques, crée des résidences royales multiples. Lyon reste la capitale principale, mais Genève, Vienne et probablement Valence deviennent également des sièges du pouvoir royal. La cohabitation entre frères ne dure pas longtemps. Les sources divergent sur ce qui se passe ensuite, mais le résultat est clair. 2 frères meurent ou sont éliminés. Grégoire de Tours, écrivant des décennies plus tard, accuse Gondebaud d'avoir tué son frère Chilpéric le Jeune et noyé sa belle-sœur en lui attachant une pierre au cou. Seules les 2 filles de Chilpéric survivent, l'aînée Clotilde et sa sœur Chroma, qui entrent au couvent. Vers 480, seuls Gondebaud et Godégisel restent maîtres du royaume. Gondebaud règne depuis Lyon sur la majeure partie du territoire, tandis que Godégisel contrôle la région historique autour de Genève, ainsi que Langres et Chalon-sur-Saône, au nord. Cette division géographique reflète une répartition du pouvoir qui maintiendra une paix précaire pendant 2 décennies. Gondebaud se révèle un souverain exceptionnel, peut-être le plus remarquable de tous les rois burgondes. Élevé à la cour impériale de Ravenne, il a reçu une éducation romaine raffinée. Il parle couramment le latin, s'intéresse à la philosophie et à l'histoire des religions. En 472, il reçoit le titre de patrice des Romains, dignité suprême dans la hiérarchie impériale. Cette formation romaine n'efface pas son identité burgonde. Gondebaud incarne la synthèse parfaite entre les 2 mondes,
la culture romaine et les traditions germaniques. Il admire Rome, mais préserve les coutumes de son peuple. Arien convaincu, il maintient néanmoins d'excellentes relations avec l'épiscopat catholique, notamment avec Avit, évêque de Vienne, qui devient son ami et conseiller. En 491, le roi franc Clovis envoie des ambassadeurs demander la main de Clotilde, nièce de Gondebaud. Cette demande place Gondebaud dans une situation délicate. Refuser risquerait de provoquer la guerre avec les puissants francs. Accepter signifie donner à Clovis un prétexte futur d'intervention dans les affaires burgondes, car Clotilde pourrait réclamer vengeance pour le meurtre de ses parents. Gondebaud choisit la diplomatie et accorde la main de Clotilde. Le mariage a lieu vers 493. Cette même année, Gondebaud entreprend une expédition militaire contre les Ostrogoths en Lombardie et Ligurie. La campagne se révèle victorieuse et rapporte des milliers de prisonniers. Théodoric le Grand, roi des Ostrogoths, envoie alors une ambassade pour négocier le rachat des captifs. De ces négociations naît une nouvelle alliance. Ostrogotha, fille de Théodoric, est accordée en mariage à Sigismond, le fils de Gondebaud. En 496, Gondebaud apporte son soutien à Clovis lors de la bataille de Tolbiac contre les Alamans. Cette victoire franque permet aux Burgondes d'étendre leur territoire jusqu'à la Russe, aux confins de la Suisse actuelle. Mais elle a aussi des conséquences religieuses majeures. Après Tolbiac, Clovis se convertit au catholicisme sur l'insistance de Clotilde. Il est baptisé à Reims par l'évêque Rémy. Cette conversion de Clovis bouleverse l'équilibre géopolitique de la Gaule. Gondebaud, resté arien, se retrouve isolé religieusement. L'épiscopat catholique de son royaume commence à regarder vers Clovis comme un nouveau Constantin, champion de la vraie foi contre les hérétiques ariens. Avit de Vienne, malgré son amitié pour Gondebaud, salue la conversion de Clovis avec enthousiasme. En l'an 500, l'inévitable se produit. Godegisel, jaloux de son frère et craignant pour sa propre position, conclut secrètement une alliance avec Clovis. En échange de son aide contre Gondebaud, il promet un tribut annuel et des cessions territoriales. Au printemps, les Francs envahissent le royaume burgonde par le nord-est. Gondebaud, ignorant la trahison de son frère, demande son aide militaire. Les deux frères et leurs armées marchent ensemble contre les envahisseurs. Les trois forces se rencontrent près de Dijon, probablement à Saint-Apollinaire. Lorsque la bataille commence, Godegisel passe du côté des Francs avec ses troupes. Pris entre deux feux, Gondebaud subit une défaite écrasante. Il parvient néanmoins à s'échapper avec une partie de ses guerriers et se réfugie à Avignon. Cette ville fortifiée, protégée par ses remparts romains, offre une défense solide. Clovis marche sur Avignon et entreprend le siège. Mais assiéger une ville bien défendue demande du temps et des ressources. Clovis n'a ni l'un ni l'autre. Ses troupes s'impatientent. Le ravitaillement pose problème. Gondebaud résiste avec détermination. Les Wisigoths, inquiets de la puissance croissante de Clovis, proposent leur médiation. Un accord est finalement conclu. Clovis lève le siège en échange d'un lourd tribut et de quelques concessions territoriales, notamment dans la région d'Auxerre. Godegisel se retire à Vienne et assume seul la royauté dans sa partie du royaume. Mais son triomphe est de courte durée. Dès 501, Gondebaud, ayant réorganisé ses forces et obtenu l'aide d'un contingent wisigoth, assiège Vienne. La ville tombe après un siège difficile. Godegisel est massacré avec tous ses partisans. Seules ses filles Sédélebeude et Guntheuca sont épargnées. Gondebaud devient l'unique maître du royaume burgonde. Plutôt que de se venger sur l'ensemble de la population qui avait soutenu son frère traître, il choisit la réconciliation. En 502, il promulgue une paix avec Clovis sur la Cure. Cette paix met fin à la guerre, mais coûte cher aux Burgondes. Le sud de la Champagne et l'Auxerrois passent sous contrôle franc. C'est dans ce contexte de reconstruction que Gondebaud accomplit son œuvre majeure. Le 29 mars 502, il promulgue la loi des Burgondes, connue sous le nom de loi Gombette. Ce code juridique représente une innovation remarquable pour l'époque. La loi Gombette se compose initialement de 88 titres. Elle s'applique aux sujets burgondes et aux conflits entre Burgondes et Romains. Mais Gondebaud va plus loin, il fait également rédiger une loi romaine des Burgondes en 47 titres avec 176 articles qui s'appliquent spécifiquement aux sujets gallo-romains.
Cette double législation témoigne du génie politique de Gondebaud. Le préambule de la loi Gombette en dit long sur la vision du roi. Par amour de la justice, de cette vertu par laquelle nous apaisons le Seigneur et qui est la source de toute puissance sur terre, nous avons d'abord, dans un conseil tenu avec nos comtes et les principaux de la nation, fait défense aux juges d'accepter aucun présent, ou de céder à aucune séduction qui puisse corrompre leur jugement. La loi établit le principe de l'hospitalité, fixant les conditions d'installation des Burgondes et le mode de répartition des terres. Elle confirme les anciens partages territoriaux, ordonne de respecter les ecclésiastiques et leurs propriétés, recommande l'exercice de l'hospitalité envers les voyageurs. Elle accorde aux habitants n'ayant pas de bois en propre le libre usage des arbres morts dans les forêts. Le système juridique burgonde présente une particularité étonnante. Le résultat compte plus que l'intention. Tuer quelqu'un avec préméditation et provoquer accidentellement la mort de quelqu'un sont punis de la même manière. Cette conception heurte la sensibilité juridique romaine, mais elle reflète une vision germanique de la justice centrée sur la réparation du dommage plutôt que sur la punition de l'intention. Gondebaud conserve aux Burgondes et aux Gallo-Romains leurs juges respectifs et certaines de leurs lois spécifiques. Cette approche pragmatique favorise la cohabitation entre les deux populations. Les historiens considèrent la loi Gombette comme le premier code législatif national promulgué par un souverain germanique en Gaule. Les dernières années du règne de Gondebaud connaissent une paix relative. En 504, Clovis tente une nouvelle offensive contre les Burgondes, cette fois avec l'aide de Théodoric le Grand, qui cherche à affaiblir son rival ostrogoth. Mais l'alliance entre Francs et Ostrogoths ne fonctionne pas bien. Après des combats coûteux, les Burgondes s'en sortent avec le paiement d'un lourd tribut, mais sans perte territoriale. En 507, Gondebaud change radicalement de stratégie. Il s'allie à Clovis contre les Wisigoths. Son fils Sigismond participe à la campagne qui s'achève par la victoire décisive de Vouillé. Le royaume wisigoth d'Aquitaine s'effondre et tombe sous domination franque. Les Burgondes, pour leur part, profitent de l'effondrement wisigoth pour reprendre le contrôle de la Provence. À l'automne 507, les troupes burgondes menées par Gondebaud s'emparent d'Orange, Avignon, Nîmes et Narbonne. Pour la première fois, le royaume burgonde atteint la Méditerranée. Cette expansion méditerranéenne représente le sommet de la puissance burgonde. Le royaume s'étend désormais de Gien sur la Loire, au lac de Constance en Suisse, et de Chaumont à Marseille, voire Perpignan. Mais cette expansion suscite la réaction des Ostrogoths. En 508, Théodoric envoie une armée sous le commandement du général Iba. Les troupes ostrogothiques prennent les Burgondes à revers et leur infligent de lourdes pertes. Arles est libérée pendant l'été, puis Narbonne. En 509, une nouvelle offensive ostrogothique commandée par le général Mammo ravage la Savoie, la vallée d'Aoste et la rive orientale de la vallée du Rhône. La guerre se poursuit pendant 2 ans, avec des combats acharnés. Les Burgondes résistent, mais finissent par céder. En 510, Gondebaud négocie une paix aux conditions humiliantes. Il perd la Provence, la Septimanie fraîchement conquise, mais conserve le Velay et le nord-ouest de la Provence avec Orange et Avignon. Le rêve méditerranéen burgonde s'évanouit. Fin 511, après la mort de Clovis, les Francs reprennent leurs attaques. Ils enlèvent le Gévaudan et le Velay aux Burgondes. Le royaume se retrouve à nouveau affaibli, épuisé par des années de guerres incessantes. Gondebaud meurt en 516, laissant un royaume diminué mais toujours indépendant. Sigismond succède à son père avec l'ambition de transformer le royaume. Déjà associé au trône du vivant de Gondebaud, il s'est converti au catholicisme vers 506, rompant avec l'arianisme familial. Cette conversion s'explique par plusieurs facteurs. L'influence de sa grand-mère Caréthène, catholique fervente, ses liens avec l'épiscopat gallo-romain, et peut-être aussi un calcul politique. En devenant catholique, Sigismond espère rallier la majorité gallo-romaine de son royaume et apaiser les tensions religieuses. Il fonde la grande abbaye d'Agone, consacre d'importantes ressources à l'Église, entretient des relations étroites avec saint Avit de Vienne. Mais cette politique religieuse lui aliène une partie de l'aristocratie burgonde qui reste attachée à l'arianisme. Plus grave encore, Sigismond commet une erreur fatale dans sa vie personnelle. De son premier mariage avec Ostrogotha,
Fille de Théodoric le Grand, il a eu un fils nommé Sigéric. Après la mort d'Ostrogotha, Sigismond se remarie. Sa seconde épouse, jalouse de Sigéric, le persuade que le jeune homme complote contre lui et veut s'emparer du pouvoir. Dans un accès de colère, Sigismond ordonne l'exécution de son propre fils. Aussitôt le meurtre accompli, il réalise l'horreur de son acte. Désespéré, il court se réfugier dans son monastère d'Agone où il fait pénitence des jours entiers. Mais le mal est fait. Théodoric le Grand, furieux de l'assassinat de son petit-fils, retire son soutien aux Burgondes. Clotilde, la veuve de Clovis, saisit cette opportunité. Depuis des années, elle réclame vengeance pour le meurtre de ses parents par Gondebaud. Ses 3 fils sont maintenant des rois puissants. Clodomir règne à Orléans, Childebert à Paris, Clotaire à Soissons. Seul Thierry, roi d'Austrasie, refuse de participer à l'attaque car Sigismond est son beau-père. Au printemps 523, les 3 frères lancent leurs troupes contre le royaume burgonde. Sigismond et son frère Godomar mobilisent leurs forces mais sont vaincus. Sigismond tente de fuir vers l'abbaye d'Agone, mais est capturé par Clodomir avec sa femme et ses enfants. Ils sont emmenés en captivité près d'Orléans. Le 1er mai 524, Clodomir les fait décapiter. Leurs corps sont jetés dans un puits à Columna, aujourd'hui Saint-Sigismond. Cette exécution brutale d'un roi et de sa famille choque même les contemporains habitués à la violence de l'époque. Godomar, frère de Sigismond, est proclamé roi par l'aristocratie burgonde. Ce choix s'avère judicieux. Godomar se révèle un chef de guerre valeureux et un administrateur compétent. Il améliore la loi Gombette, veille à la concorde entre ses sujets, revient à l'arianisme pour rallier les Burgondes traditionalistes. En juin 524, Clodomir lance une nouvelle expédition contre la Burgondie. Thierry, qui avait refusé de participer à la première campagne, se joint cette fois à ses demi-frères. Les 4 armées franques se rencontrent avec les Burgondes à Vézéronce, près de la Tour du Pin en Isère, le 21 juin 524. La bataille tourne à l'avantage des Francs jusqu'au moment où Clodomir, dans l'ardeur de la poursuite, s'éloigne de ses troupes. Les Burgondes, feignant la fuite, contrefont alors les signes de ralliement francs et crient à Clodomir « Tourne-toi par ici, nous sommes tes hommes !» Nous, le roi franc, trompé, se jette au milieu des ennemis. Sa tête est coupée et élevée en l'air, fixée au bout d'une pique. Cette mort spectaculaire du roi d'Orléans donne un répit de 10 ans aux Burgondes. Mais le royaume sort exsangue de ces combats. La population est épuisée, l'économie dévastée, les ressources militaires à bout. Godomar réussit néanmoins à maintenir l'unité du territoire et à préserver l'indépendance burgonde. En 532, la mort de Théodoric le Grand prive les Burgondes de leur dernier allié puissant. Les fils de Clovis, toujours avides d'expansion, voient l'opportunité de terminer ce que leur père avait commencé. Childebert, roi de Paris, et Clotaire, roi de Soissons, lancent une campagne coordonnée. Les troupes franques investissent Auton, dernier bastion important de la résistance burgonde. Après un siège d'1 année, la ville tombe en 532. Godomar parvient à s'échapper, mais le royaume est à bout de souffle. Les forces burgondes, épuisées par 30 ans de guerres incessantes, ne peuvent plus résister efficacement. En 534, Childebert Clotaire et Théodebert, fils de Thierry, lancent l'assaut final. Les derniers bastions burgondes tombent les uns après les autres. Grenoble, Lyon, Genève. Aucune grande bataille rangée n'est rapportée dans les sources. La supériorité numérique et politique des Francs entraîne simplement la capitulation des dernières forces burgondes. Le sort de Godomar reste mystérieux. Il disparaît de la scène politique sans qu'aucune source ne mentionne sa mort au combat. La tradition prétend qu'il se serait réfugié dans la profonde vallée du Val-Godemar dans les Hautes-Alpes, à laquelle il aurait donné son nom. Certains historiens suggèrent qu'il a peut-être été capturé et emprisonné par les Francs. Le royaume burgonde cesse d'exister en tant qu'entité politique indépendante. Les 3 rois francs se partagent le territoire. Théodebert hérite de la partie nord, Clotaire du sud et Childebert du centre avec Lyon, Vienne, Grenoble et Genève. Ainsi s'achève, après moins d'1 siècle d'existence dans sa forme rhodanienne, le royaume burgonde.
Pourtant, l'effondrement de la dynastie burgonde ne signifie pas la disparition du peuple ni de son influence. Les Francs conservent l'identité burgonde de la région qu'ils viennent de conquérir. Le territoire annexé ne devient pas simplement une province franque parmi d'autres. Il garde le nom de Burgondie. Cette préservation s'explique par plusieurs facteurs. D'abord, la cohésion exceptionnelle entre Burgonde et Gallo-Romains, née des politiques d'intégration menées par Gondebaud et ses successeurs. La loi Gombette reste en vigueur même après la conquête franque, témoignant de sa qualité et de son acceptation par les populations. Ensuite, les rois francs eux-mêmes reconnaissent l'importance de cette identité régionale. Au partage du royaume franc en 561, la Burgondie apparaît comme une entité géopolitique forte, au même titre que la Neustrie et l'Austrasie. Gontran, qui règne de 561 à 593, porte le titre de roi de Burgondie et gouverne depuis le territoire de l'ancien royaume burgonde. L'influence burgonde se manifeste également dans le domaine linguistique. Bien que germaniques, les Burgondes ont joué un rôle paradoxal dans la préservation de la langue française. En empêchant les Alamans, peuple germanique plus nombreux et plus agressif, d'envahir la région, ils ont permis au latin vulgaire de continuer à évoluer vers ce qui deviendra le français. Sans les Burgondes, la Suisse romande et la Savoie parleraient là peut-être aujourd'hui un dialecte allemand. L'archéologie révèle la présence burgonde à travers des nécropoles spécifiques. Les tombes burgondes se distinguent par certains objets caractéristiques. Fibules en forme d'S, plaques-boucles décorées, armes spécifiques. Ces découvertes permettent de tracer la répartition géographique du peuple et son intégration progressive avec la population gallo-romaine. La toponymie conserve également des traces du passage burgonde. Certains noms de lieux dans l'est de la France et en Suisse romande rappellent leur présence. Plus évidente encore, le nom même de Bourgogne perdure à travers les siècles, témoignant de l'impact durable de ce peuple sur la géographie européenne. De 926 à 1032, un nouveau royaume de Bourgogne renaît, issu de la décadence carolingienne. Bien qu'il ne corresponde pas exactement aux frontières de l'ancien royaume burgonde, il en reprend le nom et s'inscrit dans cette continuité historique. Plus tard, le duché de Bourgogne médiéval, puis les États bourguignons des ducs valois au XVe siècle, perpétuent cette identité particulière. Rétrospectivement, le royaume burgonde présente un caractère exceptionnel dans le contexte des invasions barbares. Contrairement aux Vandales qui ravagent l'Afrique, aux Wisigoths qui pillent Rome ou aux Huns qui terrorisent l'Europe, les Burgondes adoptent une approche remarquablement pacifique. Ils respectent les structures romaines existantes, maintiennent l'administration locale, préservent les églises et les biens ecclésiastiques. Leur conversion au christianisme, même si c'est d'abord à l'arianisme, témoigne de leur volonté d'intégration dans le monde romain tardif. Ils ne persécutent pas les catholiques nicéens, contrairement à d'autres peuples ariens comme les Vandales. Cette tolérance religieuse étonne les contemporains. L'évêque Avit de Vienne, fervent catholique, entretient d'excellentes relations avec le roi arien Gondebaud. Ils discutent de théologie, débattent des différences doctrinales, mais leur amitié survit à ces divergences. Gondebaud refuse de se convertir au catholicisme, mais ne force jamais ses sujets gallo-romains à adopter l'arianisme. Le système juridique dual mis en place par Gondebaud représente une innovation administrative remarquable. Plutôt que d'imposer les coutumes burgondes à tous, il crée un cadre légal permettant à chaque population de vivre selon ses propres lois, tout en coexistant harmonieusement. Cette approche préfigure certains concepts modernes de pluralisme juridique. Pourtant, cette intégration réussie devient paradoxalement une faiblesse. Les Burgondes perdent progressivement leur sentiment d'identité distincte. Leur assimilation rapide aux populations parmi lesquelles ils vivent les empêche de maintenir la cohésion ethnique nécessaire pour résister aux Francs. En devenant trop romains, ils cessent d'être suffisamment burgondes pour préserver leur indépendance politique. L'arianisme constitue également un handicap stratégique majeur. Dans une Gaule de plus en plus dominée par le catholicisme nicéen, les rois burgondes ariens ne peuvent compter sur le soutien de l'épiscopat et de l'aristocratie gallo-romaine. Quand Clovis se convertit au catholicisme en 496, il acquiert un avantage considérable. Il devient le champion de la vraie foi contre les hérétiques.
les évêques catholiques du royaume burgonde commencent à le considérer comme leur protecteur naturel. Les divisions internes à la famille royale aggravent cette vulnérabilité. La trahison de Godégisel en 500 affaiblit considérablement le royaume. Le meurtre de Sigéric par son père, Sigismond, aliène les Ostrogoths, derniers alliés puissants des Burgondes. Ces conflits familiaux offrent aux Francs les prétextes et les opportunités d'intervention qu'ils recherchent. L'effondrement du royaume burgonde en 534 résulte de plusieurs facteurs convergents. D'abord, la démographie. Les Burgondes restent une minorité dans leur propre royaume. Les estimations suggèrent entre 25 000 et peut-être 50 000 Burgondes pour une population totale du royaume de 300 000 à 500 000 habitants. Cette disproportion limite leur capacité militaire à long terme. Ensuite, l'isolement géographique et politique. Coincés entre les Francs au nord et à l'ouest, les Alamans à l'est, les Ostrogoths au sud, le royaume burgonde manque d'alliés fiables. Les alliances fluctuent constamment selon les intérêts du moment. Quand Théodoric le Grand meurt en 526, les Burgondes perdent leur dernier contrepoids efficace contre la puissance franque. La fragmentation du pouvoir franc après la mort de Clovis en 511 donne un répit temporaire aux Burgondes. Mais dès que les fils de Clovis coordonnent leurs actions, la disproportion des forces devient écrasante. Le royaume burgonde doit affronter simultanément plusieurs royaumes francs dont les ressources combinées dépassent largement les siennes. Les guerres incessantes épuisent l'économie et la population burgonde. Entre 500 et 534, le royaume connaît seulement quelques brèves périodes de paix. Les campagnes militaires constantes drainent les ressources, détruisent les récoltes, perturbent le commerce. La vallée du Rhône, théâtre de nombreux combats, met des décennies à se remettre des destructions. Enfin, le manque d'une chronique burgonde comparable à l'histoire des Francs de Grégoire de Tours prive ce peuple d'une voix pour raconter sa propre histoire. Les sources disponibles sont presque exclusivement franques ou gallo-romaines. Elles ne donnent qu'une vision partielle, souvent biaisée, des événements. Les Burgondes apparaissent comme des figurants dans une histoire dominée par les Francs. Les Burgondes n'ont jamais été le peuple le plus puissant de leur époque. Ils n'ont pas fondé d'empire durable comme les Francs. Ils n'ont pas laissé de monuments spectaculaires comme les Romains. Pourtant, leur influence sur l'histoire européenne dépasse largement ce que leur brève existence politique pourrait suggérer. En créant un modèle de cohabitation entre Germains et Romains, ils ont montré qu'une synthèse culturelle était possible. La loi Gombette, avec son équilibre entre traditions germaniques et droit romain, a inspiré d'autres législations barbares. Le respect des institutions ecclésiastiques et la tolérance religieuse, même imparfaite, ont permis une transition relativement pacifique vers le Moyen Âge. Le nom de Bourgogne résonne encore aujourd'hui, 13 siècles après la disparition du dernier roi burgonde. Cette région française, réputée dans le monde entier pour ses vins et son patrimoine, perpétue sans le savoir la mémoire d'un peuple venu des brumes de la Baltique. Les Burgondes ont prouvé qu'un petit peuple, avec sagesse et diplomatie, peut laisser une empreinte indélébile dans l'histoire. Ils n'ont pas conquis par la force brutale, mais par l'intégration intelligente. Ils n'ont pas détruit la civilisation romaine, mais l'ont préservée et adaptée. Leur royaume a disparu, mais leur héritage perdure dans la géographie, la culture et même la langue française. Quand nous levons un verre de Bourgogne aujourd'hui, nous trinquons, sans même y penser, à la mémoire de Gondicher et Gondebaud, de Sigismond et Godomar, de tous ces guerriers germaniques qui ont choisi la cohabitation plutôt que la destruction. Les Burgondes ont créé la Bourgogne et, ce faisant, ont écrit une page méconnue mais essentielle de notre histoire commune européenne.